toutes et à tous. Donc, je m'excuse par avance, comme M. Zmirali parlait de dysphonie à l'instant, je crois que c'est mon cas ce matin. Donc, je vous demande un petit peu d'indulgence par rapport à la voix. Donc effectivement, je vais essayer un petit peu de vous parler de la façon la moins barbante possible de la rhinite allergique, parce que je sais qu'on en entend la voix, franchement, maintes et maintes fois. Je vais essayer de pointer un petit peu du doigt en Algérie ce qui nous manque ou ce dont on aurait besoin ou est-ce que notre démarche est à améliorer ou à revoir. Mais malheureusement, je suis obligé de passer par des rappels et des définitions que vous connaissez tous. Donc effectivement, vous voyez avec moi que la rhinite allergique est une maladie chronique, tout ça, on ne va pas y revenir, mais c'est un véritable problème de santé publique. Véritable problème de santé publique à tel point que l'OMS prédit en 2050 à peu près qu'on aura un habitant de la planète sur deux qui souffrira d'une allergie et la rhinite allergique atteindra des proportions qui avoisineront quand même les 40%. On en parlait hier avec M. Abelabeh, effectivement, tous les asthmatiques ont une rhinite allergique, clairement, quasiment tous. Après, les rhinitiques ont beaucoup plus de chances, on va y revenir. Pourquoi est-ce un problème de santé publique ? Ce n'est pas parce que le nez coule ou qu'on achète beaucoup de mouchoirs. C'est parce que ces patients ont une véritable altération de la qualité de vie. Le maître mot, c'est cette altération de la qualité de vie. C'est des gens qui ont du mal à trouver le sommeil, c'est des gens qui sont irritables, qui sont anxieux, et du coup qui retentissent d'un point de vue économique sur tout un pays en réalité, par absentéisme, dans tous ces domaines. Quelques chiffres, bien entendu. Donc, enfants et adultes confondus dans les pays développés, c'est 10 à 30%. C'est des chiffres un peu anciens, c'est les derniers référencés. Autour de 20% en Europe, 25% dans les pays occidentaux, 21,6% au Maroc, on se rapproche, au Maghreb, et 20,7% en Algérie. Ça, c'était les chiffres, vous allez deviner, dans l'enquête ISAC. Une remarque que je pense importante, parce que beaucoup de mes confrères et de mes collègues disent, voilà, un patient qui consulte à l'âge de 78 ans ou 75 ans, j'élimine d'emblée une rhinite allergique. C'est faux, complètement faux. Vous pouvez voir des rhinites allergiques absolument à n'importe quel âge de la vie. Même à 80 ans, à 90 ans, vous pouvez diagnostiquer une rhinite allergique. Il n'y a pas d'âge pour l'apparition. Voici un élément très important à mon sens, c'est que la rhinite allergique augmente d'un facteur 8 le risque d'apparition d'asthme. C'est-à-dire que lorsqu'on est rhinitique, on a 8 fois plus de chances. 8 fois n'est pas un choix arbitraire, c'est documenté. Donc on peut dire à notre patient qu'il a quasiment 8 fois plus de chances de développer un asthme dans le futur. Les chiffres que j'avais donnés faisaient référence à ça, aux enquêtes ISAC, que vous connaissez tous, la première et la deuxième. Voilà, j'ai emprunté de cette étude ça, c'est la répartition mondiale de la rhinite allergique ou de la rhinoconjonctivite des enfants de 6 à 7 ans. Et ça, c'est les enfants, enfin les préadolescents, 13-14 ans. Vous voyez quand même que ça représente un problème planétaire, mondial, cette rhinite allergique. Pourquoi ce petit diagramme ? Pour que vous voyez que le nez est un organe de contact, le nez est un organe de réception. Le nez est le premier rempart, car la respiration nasale et la respiration physiologique. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Je ne sais pas si on peut à la régie cliquer. C'est une petite vidéo en fait. Voilà, vous allez voir le flux aérien qui traverse la muqueuse nasale à tel point que cet organe est un organe de réception et de contact. C'est le premier rempart avec l'atmosphère et avec l'environnement. On en parlait encore hier. Bon, si ça ne démarre pas, c'est pas la peine, on va peut-être pas... Non ? Je vois pas, bon, peu importe. Donc un petit mot sur la physiopathologie, en essayant d'être le moins ennuyeux possible. Donc ce qui se passe dans un corps humain, c'est que nous sommes tous sensibilisés. Nous sommes tous sensibilisés à des allergènes qu'il y a dans notre environnement. On va les respirer, ils vont pénétrer dans la muqueuse nasale, et dès que le corps humain va les identifier comme un corps étranger, entre guillemets, mais pas nocif, pas irritant. La nuance est de mise. Il faut véritablement faire la part des choses entre ce qui est irritant et toxique pour la muqueuse nasale et ce qui représente un allergène, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ce sont des produits normalement inoffensifs, a priori. Le pollen est a priori inoffensif. Une fois qu'il arrive dans la muqueuse nasale, identifié comme étranger, bien entendu, le corps humain va faire son boulot, c'est-à-dire prendre un macrophage qui va se transformer en cellule présentatrice d'antigènes qui va recueillir ce corps étranger.
Ben, c'est un corps étranger, le macrophage confirme, donc il faut qu'on garde une photo, une image de lui. Donc il va le présenter au système immunitaire rapidement, les Th2, on en parlait hier. Vu que c'est véritablement étranger au corps humain, on va lui fabriquer des anticorps, mais ces anticorps seront de type IgE. On va les fabriquer. Le parking ou le garage des IgE dans le corps humain se trouve au niveau des mastocytes. Donc ces IgE spécifiques vont aller se fixer sur les mastocytes et ça s'arrête là. Bon, l'histoire se termine pour le moment. C'est ce qu'on appelle sensibilisation. Nous sommes tous sensibilisés à quelque chose. Le problème qui se pose, c'est que qu'est-ce qui va faire basculer cette phase de sensibilisation à une phase maladie? Il y a des théories, on ne va pas débattre aujourd'hui, mais à un moment, au bout de 10 jours, une semaine, 10 ans, 20 ans, toute une vie, on ne sait pas, va apparaître la phase dite de maladie. C'est quoi? C'est qu'au énième contact avec ce même allergène, ce qui va se passer, c'est que cet allergène va être fixé sur 2 IgE et va provoquer une dégranulation des mastocytes. Et le mastocyte, je vous le donne en mille, ils sont pleins de quoi? Ils sont pleins d'histamine, ils sont bourrés d'histamine. Du coup, le mastocyte va faire ce pourquoi il est créé ou ce pourquoi il est programmé, à savoir diffuser de l'histamine. Ça, c'est dans la muqueuse nasale, c'est in situ. La même fonction que le mastocyte va être remplie par le basophile circulant dans le sang. Donc, du jour au lendemain, on va se retrouver avec énormément d'histamine dans le corps, au niveau du nez et circulant. Cette histamine, comme j'en avais un petit peu parlé hier, va agir au niveau de différents éléments. Au niveau des vaisseaux, provoquer une vasodilatation. Donc, là, je ne vais pas vous faire la revue, mais là, vous voyez que l'histamine impacte tous les organes pour avoir les symptômes de la rhinite allergique. L'histoire ne s'arrête pas là. Une fois que nous avons une inflammation au niveau du nez, c'est une rhinite allergique, cette inflammation va faire quoi? On va appeler de plus en plus de soldats in situ au niveau du nez. Donc on va stimuler la moelle osseuse pour fabriquer encore plus d'éléments de l'inflammation, des éosinophiles, des lymphocytes, des basophiles circulants. Ceux-là vont aller au niveau de la muqueuse nasale pour renforcer l'inflammation et ceci va constituer un cercle vicieux. C'est la boucle qu'on devra à un moment ou à un autre interrompre si on veut s'attaquer à la rhinite allergique. Donc 2 problèmes majeurs. Si on comprend ça, je pense qu'on a tout compris à la rhinite. Histamine, inflammation. C'est les 2 axes princeps. Bon, la suite, les hyperréactivités et autres, on ne va pas en parler. Je disais qu'on était tous sensibilisés. Effectivement, on est tous à un moment ou à un autre sensibilisés. Je trouve que cette image d'iceberg illustre très bien la sensibilisation et l'allergie. Donc la face cachée de l'iceberg, qui est souvent beaucoup plus importante que la partie visible, c'est la sensibilisation. Quasiment tout le monde est sensibilisé. Après, cette petite portion dont on parlait, qui dépend des pays, des environnements, 20%, 25%, 30%, c'est la phase maladie, c'est finalement la phase la moins importante. Ça, on vient de le dire. Les facteurs de risque d'une rhinite allergique, bon, on va pas les détailler, juste j'attire votre attention sur l'environnement. On en a parlé largement hier, sur l'impact de notre environnement sur le développement ou l'apparition, à la limite, j'allais dire, prématurée d'une rhinite allergique. Génétiquement parlant, c'est primordial. C'est une des pistes de recherche mondiale pour le moment, c'est que lorsque vous avez le père et la mère qui n'ont absolument aucun terrain allergique, vous êtes dans la population générale, allez, une 22% de chances de développer une rhinite allergique. Lorsque l'un des 2 parents est allergique, on a quand même 20 à 40%. Et lorsque le père et la mère sont tous 2 porteurs d'une allergie quelconque, on a jusqu'à 80%. Donc on peut dire que 8 chances sur 10 que leur enfant naisse ou développe très rapidement une allergie. Environnement, tout ça, voilà. Les allergènes, professeur Zmirli, on a parlé, donc on va, voilà. Classification de l'ARIA. Bon, qu'est-ce que l'ARIA? Je me suis toujours posé la question. C'est quoi l'ARIA? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Certains me disent, quand je m'amuse à poser cette question, même aux étudiants, c'est l'OMS, c'est une société, c'est des sociétés savantes. Figurez-vous que non. L'ARIA est une ONG, c'est une organisation non gouvernementale. Véritablement, des financements, on ne va pas détailler aujourd'hui, mais effectivement, qui travaille, que l'OMS lui commande des études, des guidelines concernant l'asthme et la rhinite allergique. Voilà, je diminue un peu de la souveraineté de cette société, car pour votre gouverne, il en existe des centaines. Par exemple, si vous allez au Japon ou en Asie du Sud-Est, ils ne connaissent pas ce que c'est que l'ARIA. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont d'autres guidelines, d'autres manières de voir les choses et d'autres thérapeutiques qui en découlent.
Voici la classification de l'ARIA que déteste le professeur Zmirli, 4 jours, 4 semaines, effectivement, ce n'est pas évident à classer. Mais bon, je dirais juste à leur décharge que ça a été fait suite à des études épidémiologiques qui ont classé 4 jours, voilà, ça a été un sacerdoce de faire ces... Mais à un moment donné, c'est le problème des intervalles et des classifications. Si on s'arrête à 50, moins de 50, plus de 50, qu'est-ce que je fais du 49 et qu'est-ce que je dis au 51? C'est souvent le problème des intervalles. Mais c'est un autre débat. La clinique également a été très bien détaillée par le professeur Zmirli. Bon, prurite anosmie, rhinorrhée, éternuement et obstruction nasale, ça je vous apprends rien. L'examen ORL doit être le meilleur possible et j'insiste en Algérie sur l'endoscopie, ça a été dit. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'on est un pays d'endémie de cancer du cavum. On est un pays endémique, donc tout syndrome rhinologique, quel qu'il soit, doit bénéficier au moins une fois dans son histoire d'une endoscopie de la fosse nasale et du cavum. Tout n'est pas rhinite allergique. Mes collègues seront d'accord avec moi, on découvre des catastrophes en consultation, des patients suivis 5, 6, 7 ans, 2 ans pour rhinite allergique, entre guillemets, et malheureusement, c'était des cancers et des tumeurs nasales qui se développaient à l'intérieur. Donc au moins une fois, une endoscopie de la fosse nasale, même si la symptomatologie vous semble rassurante. Bon, l'enfant a certains tics particuliers. Le retentissement sur la qualité de vie. Je pense que c'est l'élément le plus important à mettre en exergue. C'est ce genre de patients. Les rhinitiques allergiques qui ont une rhinite dite légère ne vont pas consulter, ne vont pas venir vous voir. C'est ceux qui ont une rhinite allergique modérée plutôt sévère, c'est-à-dire lorsque le retentissement sur la qualité de vie est là, ce sont ces patients-là qui vont venir vous voir à vos consultations. Ça, c'est juste un exemple de questionnaire qui est distribué dans d'autres pays pour qu'on puisse avoir un data chiffré du retentissement sur la qualité de vie des patients. Les examens paracliniques, je crois que c'est là que le bas va blesser chez nous. Tout d'abord, nous avons les tests multi-allergéniques de dépistage. Une des marques les plus connues sont les Fadiatop. Qu'est-ce que c'est que ces tests multi-allergéniques de dépistage? C'est juste une simple prise de sang et ça va permettre de dépister les allergies IgE dépendantes. Mais regardez, la sensibilité et la spécificité sont énormes sur les pneumagènes qui nous intéressent. Deuxième élément primordial pour une politique de santé ou pour l'économie de santé, c'est que ce sont des examens qui sont très économiques, si vous les comparez au prick test. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont d'excellents examens de dépistage. En Europe, par exemple, aucun patient ne se verra pratiquer des tests allergéniques s'il n'a pas eu des tests multi-allergéniques au départ. Très très peu cher, et ça permet de dire quoi? Ce type d'appareillage, et ça permet de dire ce patient a une allergie IgE dépendante ou n'a pas d'allergie IgE dépendante. De ce fait, nous allons gagner énormément sur les prick tests faits inutilement. C'est très important, à tel point que c'est devenu un gold standard un peu partout sur la planète, et ça fait économiser énormément d'argent à la santé. Le problème, c'est qu'ils sont extrêmement peu répandus en Algérie. Ils existent chez mon ami le professeur Djidjik à Bnemsous, mais le problème, c'est que déjà, est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on envoie nos patients? Et est-ce qu'on peut les envoyer un peu partout? La réponse est non. Je crains que moi-même et tous mes collègues envoyons directement au prick test. C'est ça le problème. Premier élément dans notre pays. Deuxièmement, les prick tests. Donc, si on suit le raisonnement et les guidelines mondiales, test multi-allergénique positif, je fais des prick tests. Négatif, je cherche une autre rhinite qui serait non allergique. Bon. Admettons que mes tests multi-allergéniques étaient positifs, donc je dois faire des prick tests. OK. Donc on envoie tous nos patients qui vont bénéficier de ces tests allergéniques qui sont primordiaux, qu'on se le dise, pour pouvoir raisonner. Un, confirmé, même si ça va nous montrer plus sensibilisation qu'autre chose. Deuxième intérêt des tests multi-allergéniques, mais on identifiera les allergènes. C'est ce que j'étais en train de dire. Un test cutané, un prick test positif, c'est toujours le témoin d'une sensibilisation. Mais c'est parfois le témoin d'une allergie. Un autre intérêt des tests multi-allergéniques. Je vous ai pris quelques papiers. Pourquoi? Les prick tests qu'on utilise chez nous, ce sont des batteries de tests importées en partie. Et heureusement, grâce aux travaux comme par exemple du professeur Ranawat, on a réussi à intégrer des véritables allergènes algériens. Mais vous voyez que tous les pays du monde travaillent régulièrement
à mettre à jour leur batterie d'allergènes. Dans le même pays, vous pouvez trouver en fonction des différentes villes différents allergènes et l'on doit faire ce travail chez nous. C'est un impératif. On utilise des batteries étrangères qui ne sont pas toujours... Vous voyez, le Liban, par exemple, j'ai pris ça en Chine. Ça, c'était... Je crois que c'était la conclusion, c'était pour vous montrer voilà, l'intérêt primordial. Et voilà. Ça, c'était un très bon papier récent sur les acariens qui vous montre que les acariens ne sont absolument pas les mêmes en fonction des pays, en fonction des climats, en fonction des environnements. Donc, si ça se trouve, en Algérie, on est en train de tester des acariens, peut-être que... Voilà. N'oubliez pas ce qu'on a coutume de dire dans l'allergie, l'unicité de lieu. On dit, quand je pars en vacances, je suis bien docteur. Ça veut peut-être dire que les acariens qui se trouvent là où vous étiez en vacances ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on a chez nous. Donc, il est impératif que nos prick tests, que nos batteries soient impérativement algériennes. Voilà. Ce que je disais, c'est les spécificités antigéniques de chez nous. Bon, le reste, je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça, vous savez ce que c'est. Voilà. Juste cette plaque pour le diagnostic différentiel, pour vous dire que tout ce qui ressemble à une rhinite allergique n'est pas une rhinite allergique. D'où l'intérêt de ce que je suis en train de vous dire. Les examens complémentaires, dans notre pays, on doit avoir beaucoup plus de tests multi-allergéniques développés parce que ça coûte très peu cher et des prick tests adaptés à nos allergènes et à nos pneumallergènes algériens. Voilà. Donc je crois que j'ai terminé. La prise en charge reste très claire. Hein. J'ai repris celle de l'ARIA. Hein. Je ne vais pas trop vous embêter. Voilà, antihistaminique et corticoïdes. Ce n'était pas tellement mon propos et je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Wahab.